une espèce de main mise sur tous les domaines finalement. Moi, je crois qu'on est en train de nourrir, si tu veux, l'astral émotivement. C'est ça qui fait qu'on est une batterie. Parce que si tu regardes un individu qui regarde la TV, la télévision, regarde, si tu pouvais le brancher, si tu veux, sur un électroencéphalogramme ou encore un détecteur de mensonges, tu verrais en une minute le nombre d'émotions qu'on a. C'est extraordinaire. On les nourrit continuellement. Et c'est pour ça que si tu regardes quelqu'un, si tu regardes dans le salon de quelqu'un, tu te promènes sur le trottoir, tu regardes un mec en train de regarder la TV, tu vois des explosions de lumière. Pam, 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 pam. C'est cyclique, c'est calculé. Tu vas voir ces sons tout à coup. Tout d'un coup, pam! Une grosse explosion de lumière. Et 3, 4, une en arrière de l'autre. Et ça diminue. Et boum, ça repart. Et à chaque fois que le cerveau reçoit ces impulsions-là, il y a toutes sortes il y a une chimie extraordinaire qui se fait entre, si tu veux, la mélatonine, entre les endomorphines, entre les adrénalines, et tout ça, et on a découvert, si tu veux, les prédateurs qui se nourrissent de notre énergie. On a découvert que dans un match de football, comme vous dites, il y a autant d'énergie à aller capter là, il y a une grosse banque d'énergie là. Et l'astral commence à se nourrir de nos énergies de cette façon-là. Au niveau émotionnel. À travers de l'agressivité, à travers de ouais, tu l'es, ah ouais, prends le ballon, allez. On est rendu là, tu sais. Et toute cette énergie-là qui sort, tu crois que ça se perd? Non, du tout, au contraire. Et voilà, c'est récupéré. C'est pour ça qu'ils préfèrent nous laisser dans une espèce de psychose et de peur, plutôt que, et c'est ce que je voudrais qu'on arrive à faire, tous à notre échelle, justement, plutôt que de rester dans le calme, dans la paix, et je dirais le mot, l'amour peut-être, mais faut le prendre justement au niveau émotionnel et de création de la pensée. Quand on arrive à voir ça et ce qu'on peut faire avec et ce qu'on nous amène à faire, justement, on en est bien loin, quoi, en fait. Axel et Nenki, je voudrais recentrer un peu sur les implants avant de revenir à l'ADN. Il y a encore des choses passionnantes à découvrir à propos des virus et des vaccins dont voudrait nous parler Axel tout à l'heure. C'est le docteur Jacques Costagliola qui nous parle des travaux du docteur Lair. Et je t'invite, Nenki, à suivre sans raccrocher, pas forcément sur le net, reste en ligne téléphoniquement. Et on se retrouve juste après, ça fait toutefois 18 minutes. Bon. D'accord? Je te remercie. Allez, donc tu restes en ligne, on se retrouve dans un instant. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Le docteur Jacques Costagliola a parcouru le livre du docteur Lair en anglais. Du moins, il a lu attentivement en anglais, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il l'a rencontré. Bref, il apprécie beaucoup son travail. Et il nous en parle dans les termes que voici. Bonjour Jacques Costagliola. Votre parcours ces 20 dernières années est celui d'un chercheur indépendant dans le domaine des ovnis? Voilà, je suis médecin à la retraite, je suis pied noir. J'ai passé la première partie de ma carrière comme médecin généraliste en Algérie et ensuite en France comme médecin de la Sécu. Et je me suis intéressé aux ovnis parce que j'ai connu des cas dans ma famille et dans des amis, des gens sûrs, qui étaient absolument crédibles. Et je m'intéresse surtout au problème d'intéresser les scientifiques, parce que les scientifiques sont complètement verrouillés par eux. Ils n'admettent pas la seule éventualité de gens qui seraient supérieurs à l'homo sapiens, qui auraient une technologie supérieure, peut-être aussi un psychisme, une intelligence, des organes d'essence différents. Mais je reconnais que j'ai pas réussi, le livre n'a pas eu le succès, en tout cas auprès d'eux. Eh bien, ce livre, Épistémologie du phénomène ovnien, il peut faire l'objet d'une émission. J'aimerais que vous soyez notre invité tout particulier. Là, pour l'heure... Nous allons parler des implants de l'air. Oui. Pour l'heure, nous consacrons effectivement une émission aux implants. Enfin, aux implants présumés, disons. D'accord. Et vous avez publié sur ifocom.org vos remarques et vos observations suite aux travaux du docteur Lair. Oui, puis ça a paru aussi sur Top Secret numéro 6. Très bien. Alors, le docteur Lair, depuis 1995, a procédé à une dizaine d'extractions, donc disons une en moyenne tous les 6 mois, et il a remarqué une demi-douzaine de formes d'implants différents, avec des composés différents et à différents endroits du corps,
et parfois plusieurs sur une même personne. Pratiquement à chaque fois, les patients avaient été abductés ou du moins se souvenaient d'une présence ovni. Alors, est-ce que c'était une réminiscence partielle chez certains? Il y a des cas où ils s'en souvenaient consciemment, il y en a d'autres où il a fallu retrouver sous hypnose. Il y avait des cas qui étaient patents, d'autres qui l'étaient un peu moins. La plupart du temps, il n'y avait pas de porte d'entrée. De cicatrices? De cicatrices, oui. Alors, il y a deux sortes d'implants. Il y a les implants métalliques et les implants amétalliques. Les implants métalliques sont soit en forme de pépins de melon, très petits, et il y en a deux qui sont curieux. Un est en forme de T et l'autre en triangle, en forme de triangle. Les autres sont solides aussi, mais ils ne sont pas métalliques. Ce sont des espèces de petites boules, de petites billes sphéroïdes, qui sont des alliages. Ils n'ont pas été examinés à fond, ceux-là. Mais déjà, les métalliques sont très intéressants parce que ce sont des alliages d'énormément de corps différents, d'éléments différents. Il y en a une douzaine dans chaque. Ils sont pris parmi une quinzaine de corps. Aluminium, barium, calcium, fer, carbone, sodium, titane, manganèse, enfin vous voyez, il y en a beaucoup. Bon, alors, et en plus ils sont structurés, ces objets, ils sont pas homogènes. Il y a par exemple des couches où il y a des enveloppes, il y a un cœur qui est pratiquement différent de son enveloppe. Le cœur est souvent en fer dur ou en fer phosphore ou en carbone, et l'enveloppe est différente, elle est faite de ces différents alliages dont on a parlé. Oui, donc c'est pas un fragment de métal, c'est une organisation très structurée. Voilà. Et en principe, il faudrait savoir si ces alliages sont possibles sur Terre avant de dire que ce sont des alliages étrangers. Mais les laboratoires, parce qu'ils n'ont pas tous été examinés, hein, ça coûte cher, les laboratoires ne savaient pas ce qu'ils examinaient. On leur avait dit simplement un corps étranger. Alors, quand il enlève le corps étranger, il enlève le corps avec sa membrane et avec le tissu qui est autour. Et s'il y a une cicatrice, il enlève même la partie cutanée de la cicatrice, et cette cicatrice est reliée par un pédicule fibreux au corps étranger. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était, alors ils ont parlé de météorites, de céramique dentaire, enfin, ça montrait qu'il y avait quelque chose qui était hétérodoxe. Oui, de là à ce qu'une céramique dentaire aille se balader dans un orteil. Oui, et un météorite aussi, d'ailleurs. Oui. Oui, ça fait sourire. Alors cette membrane, est-ce qu'elle pourrait être sécrétée par le corps en réaction de rejet? En principe, non, parce que ce sont en effet des corps qui appartiennent au corps, ce sont des protéines, de l'hémosidérine, c'est-à-dire un dérivé de l'hémoglobine, et de la kératine. Alors ça, c'est normal, mais ça ne devrait pas être à cet endroit-là. La kératine, par exemple, c'est la peau. Il aurait fallu que, maladroitement, il introduise un fragment de peau en ouvrant ou en refermant. C'était une des hypothèses d'ailleurs du laboratoire, mais l'air leur a dit que je sais quand même faire une incision propre. Ça pourrait être des restes d'hémorragie, enfin pour l'hémosidérine, mais on ne comprend pas comment elle serait encore là 20 ans après. Donc c'est la combinaison de ces trois coagulats de protéines, hémosidérine et kératine, à l'intérieur, sous le derme,